Faut-il investir dans Orsero? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce distributeur de fruits et légumes italien. On est sur un cours qui végète un peu depuis 3 ans. Donc Orsero, c'est une micro-cap, 241 millions d'euros. On va regarder ce qui se passe d'un point de vue du chiffre d'affaires. On a les publications au premier trimestre 2025, ça c'est bien. Les Italiens, eux, ils publient leurs comptes trimestriellement, pas comme en France. Alors, en médiane, on a 5,80%, correct. Et sur mars 2025, on est à 5,3%. Donc ça, c'est pas mal. On a eu une forte croissance du chiffre d'affaires depuis 2021. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a une variation des prix et des volumes? C'est ça qui est important, puisque ici, on a eu de l'inflation alimentaire. Maintenant, l'inflation alimentaire commence à se résorber assez fortement. Mais est-ce qu'on arrive à faire croître les volumes? En tout cas, ici, ce qu'on voit sur mars 2025, c'est qu'on est en train de rebondir. Et à mon avis, il n'y a pas forcément il y a plus d'inflation alimentaire. Donc ça doit être de la croissance en volume. On fait des acquisitions sur ce groupe, 52 millions sur une market cap de 240 millions. C'est quand même significatif. C'est-à-dire qu'un quart, un cinquième de la market cap, ça vient des acquisitions. Donc ça booste évidemment la croissance. On est sur une activité de distribution. Donc stratégie du nénuphar, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller acheter des points de distribution localement et mailler le territoire, donc et faire une expansion territoriale de cette façon, de façon organique aussi, en ouvrant des nouveaux centres, mais on peut aussi racheter des concurrents qui sont déjà en place. Excellent, il y a de la croissance. Ensuite, les taux de marge, donc c'est la distribution, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc le taux de marge brut est en augmentation sur 10 ans, enfin sur 5 ans, pardon. Alors sur 10 ans, ouais, on va dire, pas vraiment, mais bon, il est légèrement haussier, ça c'est bien. On peut monter ses prix, même si les distributeurs n'ont pas forcément beaucoup de pricing power. Après, il suffit qu'ils soient en monopole géographiquement, localement, ça leur préserve leur part de marché, même si les marges ne sont pas excellentes. En taux de marge d'EBITDA, on a pareil, en fait, ensuite le taux de marge brut. Donc il n'y a pas eu de miracle, ça c'est pas très élevé non plus, 4,4%, c'est au-dessus de la médiane en revanche. Bon, c'est pas trop mal. Et un taux de marge net, on est bien, à 1,80%, près de la médiane aussi. Donc on va dire que c'est correctement géré. Sur ce type d'activité, ce qui compte aussi, vu qu'on a des marges faibles, c'est la rotation de l'actif, asset turnover, et spécifiquement la rotation des stocks. 2,4, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire tourner 2 fois, presque 2 fois et demi les stocks par an, ce qui est pas mal, ce qui permet de générer quand même du chiffre d'affaires assez sympathiquement. Alors, la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on a une légère différence. Donc on a des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets. On va regarder le BFR. Comme ça, les distributeurs, normalement, on a bien qu'ils aient un BFR négatif, mais c'est pas le cas. Donc il y a un BFR positif ici. On a, mais ça s'améliore. OK, j'ai moins 30 millions sur 10 ans. Donc si ça continue cette trajectoire, on va potentiellement être BFR négatif dans quelques trimestres, quelques années. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, la dépense en capital vs dépréciation amortissement. Donc on continue à dépenser en capital. Donc il faut voir ce que c'est comme dépense en capital. Est-ce qu'on ouvre des nouveaux sites? Est-ce qu'on achète des entrepôts, etc. Est-ce qu'on automatise les entrepôts? Donc ça, faut aller regarder. Est-ce que du other non cash items? Il y en a pour moins 28 millions. Donc ça impacte les free cash flow vu que c'est en négatif. Bon, là, vous avez la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Pour utiliser le free cash flow pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, on va continuer avec le rendement des capitaux investis, 7% en médiane, on est à 9,4%. Donc c'est pas mal. Après, ouais, c'est bien même. Les distributeurs, ils n'ont pas beaucoup de capital à part les stocks. Donc normalement, on est censé avoir quand même une rentabilité qui est correcte. En fonction des cycles, ils ont quand même des rentabilités qui sont assez énormes, 14%. Là, on est en train de rebondir. Bon, c'est pas mal. On est sur une génération sur une rentabilité qui est supérieure à la croissance organique. Donc, on va pouvoir dégager des cash flows et puis donc s'autofinancer et potentiellement faire des acquisitions et rendre du cash aux actionnaires. On va d'abord regarder la dette. Alors, la dette, d'où elle vient déjà? Est-ce que la dette vient d'acquisition? Je pense, quand même, je le pense. Ici, là, on est en trimestriel et ici, en fait, on est en annuel. Bon, est-ce qu'on peut peut-être se mettre en cumulé? Mais si on met en cumulé comme ça, tac. Donc ça vient d'ici, en fait. On a une acquisition qui a fait monter la dette. Bon, c'est normal. Ensuite,
on est sur moins de 2 fois l'EBITDA, donc ça c'est pas mal, pas trop endetté, c'est remboursable. En plus la trajectoire est baissière, donc là on part pas dans une mauvaise pente, on va dire. Le free cash flow, on est à peu près à 3,5 fois les free cash flow en dette nette, donc ça c'est pas mal. Le bilan est complètement gérable. Ensuite, rémunération d'actionnaire, hop, le rendement d'actionnaire est à 4,6%. C'est quand même intéressant. Quand même intéressant. On est sur en plus un tiers de free cash flow, donc c'est soutenable. On peut même un petit peu monter ce dividende ou racheter des actions si la valorisation le permet. Ils font des rachats d'actions sporadiques. Est-ce que c'est pour les annuler peut-être, ou est-ce que c'est pour les distribuer aux actionnaires, aux salariés, au management? Il faut regarder ce qu'ils en font. Il faut regarder ce qu'il y a en treasury stock. Est-ce que ce qu'il y a en treasury stock, ça diminue? Je crois qu'on n'a pas souvent l'information sur. On a l'information. Donc ça, voilà, hein, ça nous dit que les actions qui sont dans l'autocontrôle diminuent. Mais est-ce que ça veut dire elles sont données aux salariés ou est-ce qu'elles sont annulées? En fait, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Bon. Rémunération actionnaire quand même intéressante, hein, sur Orsero. Ensuite, on va regarder la valorisation en valeur entreprise sur EBITDA. Ça se paye pas très cher, hein, quand même, ce dossier. On est sur une médiane de 5 fois depuis le début de la cotation. À l'heure actuelle, on se paye 4 fois. Donc là, c'est quand même bien décoté, 25% de décote, hein, on va dire. Et alors, dans l'absolu, ça se paye pas très cher. Et après, il y a des phases quand même où on peut aller doubler le multiple, hein. Donc c'est des coûts où si peu qu'il y ait un peu d'inflation alimentaire, qu'ils arrivent à monter les prix, vous pouvez faire un x2, hein, sur le multiple, rien que sur le multiple. Donc là, on est passé de 4,4 à 6,8. Bon, j'ai déjà un peu, c'est pas un x2, mais on peut faire quand même bien 50% sans problème sur ce type de dossier, hors croissance des bénéfices, hein. Donc en plus, vous avez la croissance des bénéfices et le dividende. Donc c'est quand même des dossiers qui sont cycliques, et si vous les attrapez comme il faut dans la bonne phase du cycle, vous pouvez quand même bien vous en sortir. Je regarde ce qui se passe du côté du price to sales, parce que les distributeurs aussi se valorisent à ce niveau-là. Donc 0 une fois, là, c'est pas normal en fait d'avoir des multiples aussi bas sur des distributeurs. La règle, c'est que dans les marchés de niche, comme ça semble être le cas ici, les marges sont tellement faibles qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents. Et du coup, même si on fait des marges très faibles, on a le monopole, donc on est rentable. Et s'il y a un concurrent qui voudrait venir sur le marché, eh bien, il effondrerait les prix et il ne serait pas rentable, même si temporairement, pour Orsero, par exemple, ça ferait des pertes. Elle aurait la capacité de souffrir, tandis que le concurrent n'arriverait jamais à percer. Donc en fait, c'est le sous-jacent de la stratégie price to sell, hein. Quand vous avez un multiple aussi bas, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence, en fait, puisque c'est pas très intéressant. Et voilà, hein, sur un multiple comme ça, 0 une fois, vous pouvez doubler, hein, passer à 0,2 ou à 0,3, ça va très vite. Donc conclusion, Orsero, moi je pense que c'est un dossier intéressant à aller creuser plus en détail, hein, de voir comment ils ont maillé le territoire, quelle est leur stratégie d'expansion, est-ce qu'ils continuent à faire l'expansion. Mais c'est tout à fait intéressant ce genre de petit dossier, et c'est un business très simple à comprendre. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.